Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Alain, qui a souffert il y a 16 ans d'un aurénome vestibulaire. Alain n'est pas uniquement un patient, il est aussi de l'autre côté du bureau en tant que médecin psychiatre. C'est un autre enjeu lorsque l'on est soi-même médecin que de vivre une errance médicale. Alain nous parlera entre autres de sa difficulté à remettre en question la vie d'un collègue. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il ne fera pas, car il a confiance et dit lui-même qu'il ne s'agit pas de sa spécialité. Le retard de diagnostic aura de lourdes conséquences pour Alain. En effet, la tumeur ayant pris beaucoup d'ampleur, il ne pourra pas bénéficier de la chirurgie dite moins invasive et devra subir une lourde opération qui lui laisse encore aujourd'hui de nombreuses séquelles avec lesquelles il doit apprendre à vivre. Je vous laisse découvrir le touchant témoignage d'Alain, rempli de douceur et d'humilité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être venu ce matin pour enregistrer donc ton témoignage. On s'est rencontrés parce que tu m'as contacté après avoir écouté l'épisode de David, qui est une personne que tu côtoies dans un cadre sportif. Et ça m'a beaucoup touché ton message parce que tu t'es présenté comme psychiatre aussi, et tu m'as dit que tu avais trouvé l'épisode de David qui parle donc de la bipolarité très intéressant. Et moi évidemment ça m'a beaucoup touchée et j'étais très très fière, je crois aussi bien qu'un psychiatre ait pu écouter cet épisode-là et puis me faire un retour. Donc voilà, et dans ce message-là, tu me disais que toi-même tu avais vécu une errance médicale par le passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se rencontre, pour que tu nous parles de celle-ci. Oui. Alors, quelle était la pathologie dont tu as souffert ? En fait, c'est ce qu'on appelle un urinome de l'acoustique, ou sphanome vestibulaire. En fait, c'est une tumeur bénigne qui se développe sur le nerf vestibulaire, c'est-à-dire le nerf de l'équilibre. Et
Quels étaient les principaux symptômes? Alors on y reviendra tout au long de ton témoignage, mais les principaux symptômes de cette tumeur bénigne sur le nerf vestibulaire. Alors souvent, de par le nerf sur lequel il se développe et puis qu'il le détruit, enfin il y a des troubles de l'équilibre, des troubles vestibulaires. Puis aussi parce que le nerf vestibulaire passe dans un conduit osseux avec le nerf facial et avec le nerf auditif. Donc il peut y avoir d'autres symptômes sur l'audition et puis sur au niveau de la motricité de la face en fait. Bon, en fait dans mon cas c'était un peu particulier parce que je ne me suis pas aperçu des troubles de l'équilibre. Et puis on y reviendra. Mais alors ça a commencé comment justement? Ça a été quoi les premiers symptômes pour toi? Alors ça a été en fait une baisse de l'acuité auditive d'un côté. Donc je me suis aperçu en 2007. C'est vrai que notre dernier garçon était né en juin 2007, donc voilà, j'étais occupé, voilà, et puis aussi au niveau du travail, donc bon, j'étais pas très attentif à ma condition physique, donc mais j'ai commencé à ressentir une baisse unilatérale de l'audition. Oui, donc t'entendais moins bien de ton oreille gauche. Oui, voilà, oui, oui. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'ai attendu un peu, et puis je me suis dit, je vais aller consulter le médecin généraliste. Donc, parce que sur le bourg où j'habitais à l'époque, il y avait un bon médecin généraliste. Et c'est notre médecin de famille, donc je suis allé et puis tout de suite, il m'a fait un examen et puis qui mettait en évidence une surdité pas une surdité totale, mais une baisse, une hypoacousie de perception. Donc dont l'origine était plutôt les structures internes, l'oreille interne et puis et pas le tympan ni l'oreille moyenne en fait. Oui, c'était pas une otite séreuse qui par exemple ou un bouchon quelque chose, il y avait rien de mécanique. Donc il m'a dit tout de suite de prendre rendez-vous avec un ORL. Donc ce que j'ai fait. Alors moi c'est un peu particulier, comme je suis à la fois médecin, la patient, et je voulais pas mélanger les choses, donc souvent quand j'ai besoin d'aller consulter, je dis pas d'emblée quel métier je fais, voilà, c'est parce que voilà, je me dis que ça peut-être un peu troubler le collègue, donc voilà. Il me fait une consultation, un examen ORL et puis de base et effectivement ça met en évidence une baisse de l'acuité auditive du côté gauche. Il m'interroge un petit peu pour savoir mes conditions de vie. C'est pour ça que j'ai pas un métier qui m'expose au traumatisme sonore. Non, donc, effectivement. Je suis pas chasseur non plus par exemple. Je travaille pas sur des machines bruyantes. C'est peut-être un peu le bricolage où à l'époque je ne faisais pas très attention. Ça ne justifiait pas en tout cas une baisse de l'audition. Non, et puis du côté infectieux, c'est vrai que j'avais fait un petit épisode ORL, un rhume, et comme je m'étais aperçu au décours de cette baisse d'acuité auditive, donc je lui en parle, et puis c'est vrai qu'il dit oui peut-être l'hypothèse virale, et puis il me prescrit du Vastarel, un traitement pour au niveau vasculaire, de la microcirculation, pour qu'on prescrit quelquefois dans ces indications-là. Et puis on en reste là avec un rendez-vous à reprendre pour 6 mois plus tard. Donc alors c'est vrai que j'avais aussi quelques acouphènes de temps en temps, des petits sifflements du côté où j'entendais moins bien, mais bon, voilà, ça reste. Et tu ressors rassuré de ce rendez-vous? C'est-à-dire que je me posais la question du pronostic, comment ça allait évoluer. C'est parce que si ça s'aggravait progressivement, j'avais la quarantaine à l'époque, donc je me disais, après, au niveau, puis je ne savais pas la cause. Vous savez qu'en général, quand c'est unilatéral, progressif, ça évoque quelque chose de local, lésionnel. C'est pas comme certaines maladies générales qui toucheraient les 2 oreilles. Mais lui n'y pense pas du tout. Il te donne juste ce médicament-là en te disant que ça va passer. Non, voilà, que ça peut être une origine
inflammatoire aussi, post-infectieuse. Enfin, voilà, donc on reste là-dessus. Donc je suis sérieusement le traitement, et puis mais bon, j'observe aucun effet, et puis j'ai même l'impression que ça se dégrade. Que ça continue à s'aggraver. Donc je reprends un rendez-vous, mais j'essaie de l'avancer un peu, pas à 6 mois, mais de gagner un petit peu de temps quand même. Je le revois, l'examen met en évidence toujours la baisse de l'acuité auditive du côté gauche, et puis il programme un examen il fait l'examen ORL au niveau regard de tympan. Il y avait l'audiogramme, bien sûr. Ouais. Ça s'était dégradé depuis le premier rendez-vous ? Et de mémoire, oui, ça s'était un peu dégradé, oui. Et puis, il me propose de programmer une vidéo nystagmographie, en fait. C'est un examen qui permet de voir au niveau vestibulaire. Il me questionne, bien sûr, mais je ressentais pas, curieusement, d'effet sur l'audition, au niveau équilibre. Même par exemple quand on se fait un shampoing, les yeux fermés, ça devrait, mais alors je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'être assis dans la baignoire, on n'est pas debout, donc ça on ressent pas, puis au quotidien comme ça, à ce moment-là je ressentais pas de trouble de l'équilibre, mais je sollicitais pas, j'ai une profession intellectuelle, je sollicite pas trop le physique, donc donc on programme cet examen-là, et puis en fait ne donne pas de résultats significatifs. Okay. Donc au niveau vestibulaire. Donc on continue le suivi avec un rendez-vous, là encore, ça devait être à 6 mois encore. Mais là, il te repropose pas un autre traitement ? Tu continues le même ? Non, là c'est non, il y a plus rien. On restait là parce que ça n'avait pas fonctionné. Et puis comme en parlant, c'est vrai que on se rend pas forcément compte, mais on a un vocabulaire médical. Alors c'est vrai que ça l'a interpellé, et il me demande ce que je faisais. Je lui dis je suis médecin, mais psychiatre. Donc puis donc on continue comme ça, donc sur un rendez-vous 6 mois de plus. 6 mois, voilà. Bon, là encore, ça continue au niveau de l'acuité auditive. Donc j'essaie quand même d'avancer le rendez-vous suivant, là encore, peut-être à 4 mois au lieu de 6. J'essaie toujours de gagner un peu, parce que ça me préoccupe. Oui, puis ça devait être gênant au quotidien quand même. Ça faisait quasiment 1 an que tu vivais avec une baisse. Mais je pense que par exemple dans les réunions où le propre des surdité ou hypoacousie de perception, en fait, c'est vrai qu'on perçoit un brouhaha. C'était fatigant aussi. J'étais un petit peu gêné, mais bon, quelquefois avec la fatigue du travail, tout ça, on fait pas. Et puis tu t'habitues peut-être aussi. Mais je pense qu'on s'habitue aussi, voilà. Puis il faut dire que, ça c'est dans mon fonctionnement, et c'est vrai que ça, quelquefois, j'ai eu quelques déboires comme ça, mais c'est la tendance à pas remettre en question les avis, notamment de collègues, quoi. Moi c'est vrai que je suis psychiatre, j'ai fait le tronc commun, et puis avec un petit certificat d'ORL, mais dans le tronc commun, mais l'ORL c'est pas ma spécialité, donc donc je vais en toute confiance voir le collègue, et puis au-delà de ça, je ne réagis pas, en fait. C'est même si, comme je disais, le fait que ça soit unilatéral, progressif, ça signifie quand même quelque chose. Il y a une petite alarme quand même qui évolutif, mais donc c'est ce qui fait que mais j'avançais juste un peu les rendez-vous à chaque fois, quoi. Donc et puis à chaque fois, ça devient, une fois la vidéo nystagmographie passée, ça devient un peu rituel, quoi. C'est toujours un audiogramme, donc qui montre la perte progressive de l'audition, et puis ça en reste là, mais il l'explique pas. Il l'explique pas du tout. Il comprend pas ce qui se passe. Non, en fait, il reste un peu embarrassé, mais sur l'hypothèse d'un quelque chose d'infectieux, d'origine post-infectieuse, où il commence à me parler, peut-être un petit kyste, mais c'est une façon un peu édulcorée de dire mais pour pas dire tumeur, mais on en reste là à la surveillance, en fait. Et puis on ne fait pas notamment d'imagerie d'IRM cérébrale, ou de l'oreille interne, en tout cas scanner, ou d'IRM,
Donc à nouveau, voilà, rendez-vous, et puis que j'essaie toujours d'avancer. Enfin, ça devient un peu ritualisé comme ça. Et puis voilà, je veux faire confiance, quoi. T'as d'autres symptômes qui s'ajoutent entre-temps? Alors de temps en temps, il y avait des sifflements. En fait, D'accord. et puis en dernier, parce que ça va durer quasiment, oui, bien 2 ans ce suivi là. Et en dernier, c'est vrai que je commençais à ressentir une hypoesthésie de la face du côté gauche, donc parce qu'en fait, il y avait une compression du nerf trijubo. Je commence à sentir moins bien la joue, la pommette. Mais bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de paralysie faciale, il n'y avait pas de... Et les troubles de l'équilibre, ben, voilà, je m'en apercevais pas, quoi. Alors il y a une chose quand même, c'est que ça peut avoir son importance dans les errances. J'ai beaucoup réfléchi aussi, le côté, voilà, l'esprit professionnel. Et je pense que quelquefois, quand on est spécialiste, on est enfermé dans sa spécialité. Et quelque part, j'ai pas eu un examen neurologique. Alors quelquefois il y a des choses qu'on peut se faire et tout, mais quelquefois voilà les yeux fermés ou il y a des c'est comme j'avais toute confiance quand même, voilà, je me disais malgré tout, malgré l'inquiétude, il sait ce qu'il fait, quoi. Oui, voilà. C'est son métier. Oui. Voilà, oui, c'est là aussi où ça a son importance dans l'absence de réaction, parce que sinon j'aurais pu j'y réfléchis par la suite, ça aurait été simple, je me prescrivais l'IRM cérébral et puis c'est bon, quoi. Mais bon. Mais oui, c'est vrai. Oui. C'est le manque de confiance en soi aussi quelquefois, voilà, en se disant je suis pas spécialiste du domaine, c'est donc ne pas remettre en question l'avis d'un collègue. Donc voilà, quoi. Et puis on arrive alors ça devait être dans le premier semestre 2009, donc où en plus je pense peut-être le fait d'être en face d'un médecin, c'est bon, ça l'a décidé à demander une IRM cérébrale, puis notamment avec une attention portée sur l'oreille interne, me parlant toujours d'un petit kyste, mais enfin moi je connais un peu ce type de langage pour pas choquer les personnes, amener les affoler progressivement comme ça. Donc juin 2009, je vais passer l'IRM, mais bon, après je voulais pas vraiment croire à... Bon, je pensais pas que ça donnerait quelque chose. Voilà, qu'on montrerait une lésion, Et puis, alors je prends contact à l'hôpital général, voilà, donc là aussi il y a un peu d'attente. Et je vais à l'IRM, et avec une IRM avec produit de contraste pour mettre en évidence, voilà, notamment les lésions comme ça. Et puis quand l'examen se termine, donc ils avancent le lit, le brancard pour sortir de la machine, et alors là je suis entouré par 3 blouses blanches, très gentilles, mais ça va monsieur, ils sont très précautionneux. Voilà, là signal d'alerte, je me dis oula, il y a quelque chose. Parce que moi je leur dis mais ça va, mais elles ont pas l'air de me croire. Si vous avez besoin d'aide pour vous relever du brancard, non mais ça va. Donc elle m'invite à retourner à la cabine, à mettre mes vêtements et puis et à attendre que la radiologue ait lu les clichés et puis vienne me chercher. La radiologue vient me chercher, et puis toute guillerette, et alors j'étais dans le couloir, je voyais le négatoscope au fond, ou l'écran d'ordinateur, je pense, oui, parce que c'était plutôt l'écran d'ordinateur, et les clichés, et là je vois une tache qui a pris le produit de contraste, et de loin, et alors toute guillerette s'écrit comme ça vous aviez de quoi devenir sourd, moi mais là puis je sais pas, c'est bizarre parce que moi ça me rendait pas particulièrement gai, quoi. Et le voir d'approcher de ce cliché là comme ça et donc là elle me dit voilà, il y a parce que je lui dis mais qu'est-ce que c'est ça elle me dit c'est une tumeur qui se situe sur le nerf, sans doute sur le nerf vestibulaire,
Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, oh ben c'est bénin, manifestement. C'est vu les caractéristiques de l'image, bon, d'accord, c'est bénin, mais c'est quoi? Ah ben ça, c'est pas mon domaine. Retournez voir votre médecin. Ou chirurgien. Donc déjà ça oriente chirurgie, on est dans autre chose. Et puis voilà quoi, donc le temps, quelques formalités, et puis je repars avec le cliché, enfin les clichés principaux, et puis le CD-ROM là sous le bras, et puis c'est voilà, et avec un diagnostic qui n'est pas encore vraiment établi, tout à fait établi, mais bon, les clichés pèsent lourd. Bon après, j'avais pris quelques heures sur mon travail, je repasse par le service, bon, il y avait quasiment plus personne. Je me souviens, je croise mon chef de service et là un peu, j'ai dit, tiens, il faudrait que je te parle parce que là, j'ai un souci de santé, je risque d'avoir à m'absenter prochainement. Bon, il fait pas trop attention, voilà. Il me dit, j'ai mon cours de, je sais plus, musique. Je rentre à la maison, ma femme travaillait de nuit, enfin, infirmière, donc, mais elle était déjà partie au travail, donc je me retrouve avec les enfants, et puis là, c'est sans vraiment une explication complète, et puis, on me pose la question, qu'est-ce que ça nécessite comme traitement, comme et puis je pense aux enfants quoi, qui sont encore jeunes parce que ils ont 15 ans, 7 ans et puis 2 ans. Ouais. Donc bon, c'est ça que je pense. En fait, on t'a annoncé qu'il y avait quelque chose, on t'a fait un début d'annonce, mais pas vraiment tout, et on t'a pas dit est-ce que c'était grave, est-ce qu'il y avait une prise en charge adaptée. Oui. Voilà, quelles étaient les conséquences de ça et de la prise en charge. Oui, puis puis l'attitude de la radiologue avait été un peu, comme une dissonance. Enfin, je sais pas, ça c'était pas parce que, alors, bon, j'ai compris après, c'est le fait que ça soit bénin. Elle était contente que ça ne soit pas l'aspect cancéreux. Voilà, on n'est pas des statistiques, on n'est pas sur un plan personnel. Ça doit être bénin. On t'annonce quand même que t'as une tumeur au cerveau. Voilà, c'est pas rien. Juste, à côté, dans la fosse postérieure, quoi. Et puis avec compression aussi, parce que alors là, c'est après que j'ai eu l'explication, mais c'est vrai qu'il y a déjà une hémiatrophie un petit peu d'une partie du cervelet d'un côté, en fait, parce que ça comprime le nerf trigeminal, mais qui lui se refait, récupère au bout d'un moment. Mais, est-ce que il y a quand même comme un soulagement de te dire il y a quelque chose qui explique cette surdité qui avance? Mais là même pas, oui. Pas à ce moment-là. C'est vraiment l'inquiétude. Oui, même pas, oui. C'est parce que c'est l'incertitude. Oui, c'est une insécurité parce que se dire c'est cette chose qu'on a là, on aspirerait rapidement à en être débarrassé. Bien sûr. Quelques jours après, alors mon chef de service avait entendu parce que on fait une petite réunion comme ça informelle avec les collègues et puis il était déjà à me dire mais pas de souci si après t'avais un handicap on peut organiser les choses tout ça pour me protéger en fait c'est ma situation mais me donnant l'exemple d'un collègue qui avait perdu la vue mais qui pouvait continuer à travailler mais parce que c'était très anxiogène pour toi. C'était pas rassurant, quoi. Mais non. Donc, oui, voilà. Et alors, avec ces clichés-là, tu vas voir ton ORL qui te suivait depuis plus de 2 ans? Alors oui, j'ai donc revu l'ORL. Donc j'ai eu un contact avec mon médecin généraliste qui me disait de ne pas tarder à consulter. J'ai revu l'ORL aussi. Là, le rendez-vous un peu plus rapidement. Et c'est donc là qu'il commence à me parler, de me confier, parce que lui n'intervient pas sur ces lésions-là en fait. Oui. Et c'est un ORL mais qui n'était pas chirurgien. Il commence à donc il commence à m'orienter vers le professeur d'ORL de Rennes, donc qui est quelqu'un de très reconnu. Puis une intervention avec 2 intervenants, l'ORL d'abord et puis le neurochirurgien.
enfin, je ne dis rien, mais ma confiance dans les ORL a été quand même un peu entachée. Enfin, bien sûr. Ébranlée, oui. Bah oui, c'est donc en parallèle, je prends un avis d'un neurologue avec lequel on travaillait quelquefois sur l'hôpital général, qui me fait passer le mot que je lui fasse passer les clichés. Donc je vais un matin comme ça lui déposer les clichés et puis il me rappelle pendant midi. Enfin c'est rapidement comme ça, c'est sympa. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne réputation. Voilà, il me dit de prendre contact avec un neurochirurgien. Et puis moi je lui demande voilà, est-ce qu'il a à me conseiller quelqu'un. C'est vrai que déontologiquement voilà, on pas donner un avis sur les collègues. C'est donc ça je comprends bien, mais bon moi je pensais à Rennes parce qu'ils ont un pôle neurosciences là, parce que même ça inclut la psychiatrie et je sais que c'est un endroit où ils font beaucoup de recherches. Donc il me dit oui, il valide mon choix et puis bon après il y avait Nantes mais je ne connaissais pas ou ailleurs mais donc voilà tu restes sur Rennes plus pour Rennes et puis d'autant plus que le neurologue quand même de l'hôpital général me dit mais c'est qu'il avait confié quelqu'un qui lui avait confié quelqu'un à la neurochirurgie de Rennes et que donc il en était tout à fait satisfait. Voilà, il avait toute confiance en eux. Donc j'écris un mot au neurochirurgien et puis j'ai reçu assez rapidement une réponse de son secrétariat pour me donner un rendez-vous. Donc ça a été relativement rapide, c'est dans le mois qui suivait, je crois. Il a dû sentir mon inquiétude. Bien sûr. Donc, alors là, ma femme m'accompagne parce qu'elle aussi était inquiète et donc on voit le neurochirurgien et je me souviens moi tout de suite j'étais focalisé sur les radios tout ça, il me dit non on fait connaissance avant, faire connaissance de façon neurologique, c'est-à-dire vous êtes droitier ou vous êtes gaucher, on voit déjà un peu et des choses comme ça quoi, mais avec beaucoup de tact, de charisme, et puis il te met en confiance du coup. Oui, il me fait simplement alors là un examen neurologique, il me fait marcher un peu comme les soldats, certains soldats qui défilent en levant haut les genoux et donc marcher comme ça et les yeux fermés. Et là, surprise, je me retrouve complètement en position perpendiculaire alors que je pensais avoir marché droit. Et puis ça montre où se trouve, de quel côté se trouve. Enfin, on le sait déjà, se trouve la tumeur, quoi. Et puis il regarde les clichés, il me dit, c'est un chephanome vestibulaire. Votre audition, de toute façon, vous pouvez lui faire votre deuil de l'audition du côté gauche. Déjà, Alors entre-temps, j'avais erré un peu sur Internet, j'étais allé voir les forums, c'est avec souvent des personnes ou leurs proches qui ont eu la même chose, donc et alors on lit des avis quelquefois complètement opposés, même concernant certains centres, certains services de neurochirurgie, certaines techniques, on y trouve des images aussi quelquefois alors quelquefois les pathologies, les tumeurs les plus grosses, avec tout ça, c'est vrai que ça a un impact. Et puis les personnes y mettent aussi de l'affectif, de l'émotion, et ça c'est vrai que c'est ça peut être dur, oui, de lire les choses sur les forums. Oui. J'ai décidé de couper et puis de décrocher de ça. Et puis, alors j'y avais appris quand même que, par exemple, sur Marseille, ils avaient le gamma knife, le bistouri gamma, qui est une technique qui permet de ne pas ouvrir. C'est une sorte de radiothérapie très ciblée en fait sur la tumeur. Et donc, alors je questionne le neurochirurgien, c'est par rapport à ça. Non, oubliez parce que c'est trop gros. La dimension, c'est important pour. Oui, ça ne peut pas, ça ne répondra pas. Donc ça nécessite la neurochirurgie. Alors j'avais vu qu'il y avait deux voies d'abord, une qui passait qui nécessitait d'écarter le cervelet, mais avec les risques de léser avec les écarteurs, le cervelet, mais qui préservait l'oreille interne du côté où il y avait la tumeur. Et sinon la voie translabyrinthique, donc où là on passe au-dessus de l'oreille, mais on détruit dans un premier temps, c'est un ORL qui intervient, qui ouvre la voie d'abord en détruisant en fait tout le rocher,
et tout l'organe de l'oreille interne en fait, donc pour l'audition et pour l'équilibre. Donc voilà, il reste plus rien. Et puis après le neurochirurgien prend le relais donc pour atteindre la tumeur. Au niveau de la tumeur l'intérieur. Et lui te propose quelle voie d'abord? Et du coup, il reste la voie d'abord translabyrinthique, donc celle où on détruit tout. Oui, bah oui. Et c'est celle-ci qui le retient, lui. Et, oui, voilà, oui, bah oui, en disant de toute façon, voilà, l'audition, de toute façon, pour ce que je récupérerai. Alors moi, j'ai l'impression quand même d'entendre encore de l'oreille gauche, donc enfin voilà, il pose les choses avec tact, Et puis. Bon, enfin, comme pour me rassurer en me disant, mais après la cicatrice ne se voit pas, hein, parce que c'est voilà, les cheveux repoussent et puis c'est voilà. C'était peut-être pas ça qui t'inquiétait le plus finalement. Non, c'est une mince consolation. Oui. Mais malgré tout, moi et ma femme, on repart rassurés parce que voilà, c'est déjà posé en disant que l'intervention, ça ne serait qu'à la rentrée au mois de septembre, et puis mais qu'en attendant, voilà, je me repose, je travaillais toujours, mais que je profite des vacances, Mais en tout cas, c'était une tumeur qui devait être opérée, c'est-à-dire qu'elle allait forcément grossir et impacter de plus en plus les choses. Donc il n'y avait pas la possibilité de dire on laisse en l'état en fait. Non, il fallait opérer, il fallait retirer. Déjà au niveau de la compression de l'artère cérébelleuse moyenne, au niveau du début d'hémiatrophie du cervelet, ça allait avoir des conséquences. En ce moment-là, je m'en apercevais pas encore, mais que je suis devenu un peu maladroit quelquefois dans les gestes. Je pense que ça vient de là. Oui. C'est pas des signes francs, mais c'est notamment dans le micro-bricolage, c'est quelquefois j'ai des gestes incertains ou des gestes pas mesurés en fait. Et puis j'ai pas de paralysie faciale à ce moment-là, mais ça aurait fini par écraser complètement, détruire le nerf facial. Et puis après, si ça continue à se développer, ça peut faire on voyait des images sur internet où ça comprimait le tronc cérébral. D'accord, oui, donc avec des conséquences encore plus importantes. Il y avait des choses que ne m'avait pas dit le neurochirurgien, je pense, pour pas m'inquiéter, mais c'est son assistante qui, la veille de l'intervention, j'ai croisé, et puis qui elle était anxieuse aussi, et puis me dit mais parce que vous pourriez saigner, vous pourriez vous retrouver complètement avec des séquelles neurologiques majeures, enfin s'il y avait une hémorragie de la tumeur. Et c'est vrai que... La veille de l'opération? Oui, la veille de l'intervention. Ah oui, c'est bien pour te mettre en confiance pour l'opération, c'est l'idéal. Elle faisait pas... je sais pas, il faut dire du mal des chirurgiens, mais c'est vrai qu'elle, moi, c'était pas l'ORL ma spécialité, elle, la psychologie médicale, c'était pas... C'était son domaine. Mais après, pour le reste, et puis de toute façon, il était trop tard. T'avais pris ta place. Il y avait plus que quelques heures à attendre. Donc, Et t'étais très très anxieux du coup de cette opération. Il t'avait dit qu'il y aurait des séquelles après, ou ça a été découvert? Alors oui, il m'avait averti que je risquais d'avoir une paralysie faciale et aussi une fuite de liquide céphalo-rachidien. Parce que c'est comme on ouvre la boîte crânienne, alors ils utilisaient une technique où ils prennent en fait du tissu adipeux. Alors chez moi il fallait bien le chercher, donc en fait ils prennent au niveau de la partie latérale de la fesse en fait, et que quand ils le referment en fait ils mettent comme un bouchon comme ça avec du tissu adipeux qui colmate. Et c'est vrai que plusieurs fois on me l'a répété, que si jamais j'avais un écoulement de liquide comme ça au fond des fosses nasales, ou que je n'hésite pas à le rappeler en urgence. Ça pouvait avoir quelles conséquences d'avoir cette fuite? Ça peut provoquer en fait des méningites, parce que des bactéries notamment remontent et puis donnent une sorte de méningite en fait. Okay. Finalement, c'est au niveau technique, ça a été très bien fait, parce que... tu ressors de l'opération, du coup... J'ai craint un moment d'avoir, mais c'était simplement un écoulement nasal, et puis c'était pas...
Le geste technique a été très bien réalisé. Oui. Est-ce que tu te réveilles douloureux? Est-ce que c'est une opération qui a été douloureuse pour toi? Oh non. Ben, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est pas, enfin, ce sont des nerfs, mais ils ne sont pas sensibles. C'est plutôt l'extérieur qui, voilà, au niveau osseux, au niveau cutané, On m'avait prévenu aussi que souvent les personnes se plaignaient plus d'une douleur à la fesse. Là, on avait pris D'accord. que au niveau de la tête. Voilà, au niveau crânien. Bon, il y a eu un peu dans les jours qui ont suivi, parce qu'on reste une douzaine de jours à l'hôpital sous surveillance. On n'a même pas le droit de descendre à la cafétéria. Enfin, bon, après, je faisais un peu de rééducation. Je marchais dans le couloir, quoi. C'est en plus les kinés, je les ai pas beaucoup vus, mais c'est. Quand tu t'es réveillé, t'as toujours tout de suite eu la petite paralysie faciale que tu as encore aujourd'hui ou pas? Ah bah oui, c'était dès le réveil. Immédiat, en fait. Bah oui. Concrètement, je me souviens quand on s'est téléphoné avant d'enregistrer l'épisode, tu me disais qu'en fait, si la tumeur avait été prise en charge bien plus tôt, elle aurait été moins grosse et t'aurais probablement eu beaucoup moins de séquelles. Mais oui, parce que voilà, il y a des regrets en fait, mais par exemple, ça aurait pu bénéficier du bistouri gamma. Oui, c'est ça. Et sans qu'on soit obligé d'ouvrir. Et bon, ça, apparemment, les neurochirurgiens n'aiment pas intervenir après, parce que ça crée une inflammation et des adhérences, il m'expliquait, et que après, pour disséquer, la tumeur, c'est plus compliqué. Donc, mais t'aurais peut-être pu avoir l'autre intervention. Mais voilà, alors, bon, après, c'était aussi... Avec des cibles, on refait l'histoire, mais... Oui, voilà, oui, c'est toujours... Mais en tout cas, l'errance que tu as vécue, ce temps d'attente de 2 ans entre les premiers symptômes et l'IRM a été délétère. C'est sûr qu'il y a beaucoup de regrets, voilà, de remise en question, parce que c'est pas de ta faute. Je disais, j'aurais dû me prescrire, voilà, une IRM. Et là, tu étais pas médecin, tu étais patient. Mais et voilà. Tu t'en es remis aux mains du spécialiste. Bon, l'ORL, j'ai continué à le voir par la suite, parce que il est arrivé quelques années après que je me posais des questions au niveau de... Parce que il y a un peu une épée de Damoclès, où quelquefois les schwannomes vestibulaires, ça peut rentrer dans le cadre d'une pathologie génétique, une neurofibromatose. Et que tu développes une autre. C'est pas totalement exclu d'ailleurs, que ça soit, et on peut faire de l'autre côté. J'essaie de pas trop y penser, mais comme à un moment j'avais l'impression d'entendre un petit peu moins bien, je suis allé leur consulter. Je me suis dit, il a mon dossier médical, donc voilà, pour comparer avec, et puis aussi pour un certificat pour une assurance aussi, parce que c'est en me disant que c'est pas lui, voilà, il est pas mon ennemi entre guillemets, mon ennemi c'est la pathologie, mais que là quand tu consultes pour l'autre oreille, il te fait une IRM immédiatement pour contrôler? Ah non, un audiogramme et puis mais qui ne montrait rien là. Et bon là je suis en colère aussi par rapport à la médecine au rabais, parce que je veux dire, quand on lit sur la vidéo nystagmographie, en fait, c'est un examen non invasif, facile, mais aussi peu coûteux, économique. Enfin, l'accent est bien mis là-dessus, et c'est vrai que je pense que le fait de faire une IRM rapidement, plus rapidement, ça aurait été des deux côtés, ça n'aurait pas été objectivé par l'audiogramme, d'accord, mais je me dis aussi, voilà, il y a peut-être la façon dont les choses sont enseignées, parce que c'est voilà, on va surtout à l'heure actuelle, alors c'est de pire en pire, mais on va au moins coûteux, mais quelquefois voilà, ça peut être aux dépens du patient. Eh oui. Depuis donc cette opération-là, tu vis comment? Après, c'est vrai que je suis surtout content, voilà, d'avoir retrouvé ma femme, les enfants, et puis de voir grandir les enfants, parce que notamment le petit dernier, voilà. Donc c'est vrai que après on se concentre sur le faire avec, en fait, récupérer, et puis donc ça passe par de la rééducation. La rééducation, oui. Donc on a un centre avec des kinés là, donc qui est spécialisé dans la rééducation vestibulaire.
J'ai entrepris la rééducation avec eux et j'ai aussi de la kiné. Alors ça, c'était plus dans le bourg où j'habitais, avec les TENS, les stimulations au niveau du visage pour récupérer au niveau de la paralysie faciale. Alors le chirurgien me disait, de toute façon, il y a pas de traitement, les TENS ça marche pas. Ça l'a même fâché un jour quand je lui ai dit que j'avais suivi l'avis de mon médecin généraliste. Le kiné, il croyait aussi qu'il pratiquait cette technique-là parce que il pense que ça a contribué à stimuler un peu les muscles et la récupération. Bon, après, il fallait attendre que le nerf récupère parce que c'est un nerf qu'on triture un peu, il est traumatisé. Et puis il m'avait expliqué que le nerf facial, il était complètement. Alors, il avait coupé le nerf vestibulaire qui portait la douleur, bien sûr, le nerf auditif qui était englobé par et que le nerf facial était complètement laminé. Donc il en avait sauvé ce qu'il avait plus, mais c'était vraiment très mince et que la récupération elle était pas gagnée. Alors je l'ai revu par la suite, le neurochirurgien, et il me proposait une autre intervention qui aurait consisté à disséquer le muscle, récupérer des fibres du muscle grand hypoglosse qui fait la motricité de la langue pour le brancher sur le nerf facial. Alors là, on coupe carrément le nerf facial, donc si jamais ça ne prenait pas, c'est terminé. On le branche comme ça, et puis avec de la rééducation, mais bon, j'étais en train de me faire des films déjà. Mais c'est une opération qui est très très lourde et sans résultat assuré. Ben oui, c'était pas, il n'y avait aucune certitude que ça fonctionne. Bon, j'étais déjà à me dire, s'il faut que je pense que je tire la langue du côté gauche pour sourire du côté gauche, ça devient compliqué comme gymnastique. Enfin, mais bon, après, je connaissais pas trop la suite, et puis finalement, au fil du temps, régulièrement, j'avais à me prendre des photos que je lui envoyais par internet. S'il y a une progression, tout ça, et puis je l'ai reconsulté au moins 2 ou 3 fois, et puis finalement mon choix c'était de ne pas faire cette intervention là, comme il y avait une petite récupération qui se dessinait comme ça, on en est resté là, quoi. Mais donc après il y a eu la kiné vestibulaire, c'est un peu la torture parce que c'est avec les lampes qui tournent, c'est dans le noir, le trampoline, au départ le siège tournant aussi, mais finalement ça a aidé, ça a bien marché. Et puis c'est 10 ans après que j'ai découvert cette pratique sportive là, qui d'un certain côté c'est un peu de la rééducation aussi, parce que on travaille la mesure des gestes, on travaille l'équilibre. Donc c'est le franc combat, c'est ça? Oui, c'est au niveau des ressources qu'on recherche, faire reculer cette fatigabilité aussi. Tu me disais que tu avais justement été dans ces cours de self-défense aussi parce que il y avait un risque de passage à l'acte de certains de tes patients avec de la violence, et qu'il fallait vraiment que tu puisses éventuellement contrer ces passages à l'acte et te protéger, parce qu'un coup au niveau au-dessus de ton oreille pourrait être extrêmement grave chez toi. Oui, parce qu'en fait, il me manque une partie au niveau temporel, en fait, donc même de se faire bousculer comme ça, on n'a pas le même équilibre, donc et puis parce que j'ai assisté à des agressions dans mon service. Comme en plus je m'occupais du service de soins intensifs de psychiatrie, de gestion de crise, donc il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions violentes, donc ça consistait à pouvoir se protéger, à prendre de la réactivité, sortir du contexte soin pour passer au contexte défense comme ça brutalement, et puis pour revenir après au contexte soin, quoi. En tout cas esquiver, contenir la personne, et avec l'éthique de ce sport-là qui est de respecter l'autre. Le but n'est pas de fracasser là, parce que ça serait complètement inadapté, mais de protéger aussi en contenant la personne. Donc c'est de se protéger soi et de protéger l'autre de ses actions. Oui, donc ça fait partie un peu des stratégies à la fois. Ça peut être utile au niveau professionnel, une dimension un peu de travailler un peu la rééducation.
Bon, après, on récupère pas, c'est totalement. Et puis au début, c'était plus important. Donc, faut aussi gérer le regard de l'autre. Je me souviens, bon, après, j'ai pris du recul. Ça me fait même sourire. Mais je vois quand je suis retourné, c'est la bibliothèque municipale, mais c'est vrai que la tête des personnes avec, bah oui, ou dans des commerces. Je lisais un peu de l'effroi, un peu dans le regard. C'est comme quelquefois face à des personnes handicapées, ou même des sourires. Alors, un peu gêné. J'avais l'impression que, notamment dans des domaines techniques comme l'électronique, par exemple, où je suis pas une lumière, enfin un spécialiste, mais c'est demander un avis. J'avais l'impression, et en plus avec la tête de travers, de passer pour un mais c'est bon, après avec le recul, bon, parce que ça arrive encore quelquefois, mais bon, après, et puis avec les années on est moins attentif à l'apparence aussi. Enfin, de toute façon, bon, moi j'ai connu dans les mêmes temps quelqu'un qui a débuté une sclérose en plaques et qui me disait, bon, de toute façon, voilà, très très fataliste en fait, mais c'était dans son esprit un peu niveau culturel, qui me disait, de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de faire avec, en fait. C'est pas de s'adapter. Non, mais c'est toujours difficile. Et puis c'est vrai que le regard des autres, il peut être dur. Il peut être dur sur soi. Et le regard qu'on porte aussi sur nous, hein, c'est... Alors, oui, c'est vrai que... Bon, après, quelquefois, on a des échappatoires. L'humour, l'autodérision. Je vois, enfin voilà, en même temps, la majorité des personnes, que ce soit dans les équipes avec lesquelles je travaillais, enfin les proches aussi, ça n'a pas fait peur à ma femme, enfin ça n'a pas, ni aux enfants en fait, voilà, des capacités comme ça d'accepter, enfin de s'adapter. Puis d'aimer inconditionnellement, peu importe voilà, finalement. Oui. C'est vrai que le visage, l'expression, ça a une importance au niveau relationnel, mais après c'est de façon inconditionnelle, où il y a d'autres choses importantes, quoi. Et c'est pas l'essentiel. Après, voilà, il faut... Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui pourraient suspecter la même chose que toi, ou qui, en leur petite voix intérieure, leur dit qu'il y a quelque chose de plus que ce que le médecin semble leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui? Alors c'est vrai que ça, j'y ai beaucoup réfléchi, parce que c'est puis par le travail que je fais, ou quelquefois essayer de trouver des solutions psychologiques ou des stratégies pour mais tout est toujours fonction une question d'équilibre. Je prends des extrêmes, mais multiplier à l'infini des avis médicaux, et puis avoir l'attitude que j'ai eue, de poser toute ma confiance en une personne, et puis et du fait que des choses négatives, on peut toujours en faire quelque chose. Et c'est même des expériences, douloureuses, négatives. Et tout le monde ne connaît pas la médecine. Puis faites par exemple comme ça un déficit unilatéral progressif, ça doit attirer quelle que soit la localisation, ça évoque quelque chose d'évolutif, mais de ne pas hésiter quelquefois à prendre un deuxième avis médical, parce que et la confiance, c'est aussi une question d'équilibre, quoi. C'est pas hésiter à s'affirmer un peu plus, peut-être, c'est ça? À s'affirmer, c'est parce que un défaut d'affirmation, je crois que quelquefois il faut pas hésiter à se secouer un peu le médecin au sens figuré. Bien sûr. mais de ne pas hésiter à poser des questions, à pas en rester certaines explications. C'est dans notre rôle d'informer. Pas baisser les bras, c'est pas harceler le consultant, mais il y a aussi il y a les connaissances médicales, mais il y a aussi le ressenti. Tout à fait. C'est si
on ressent ça tout le monde au niveau voilà, si la personne ne semble pas très sûre de son diagnostic ou a l'air d'errer en fait, de ramer un peu, de se poser, rester dubitatif, j'aurais dû poser plutôt la question de l'IRM parce que j'ai suivi, j'ai même pas insisté. Bon, c'est moi qui me suis posé la question et même après coup, j'aurais dû me le prescrire. Mais en fait, tu n'es pas responsable de ça, et là, tu étais dans ton rôle de patient, et c'est une vraie question. De plus en plus, en fait, nous patients, on devient acteurs, surtout quand il y a de l'errance. Mais voilà, ça rend avec le modèle médical classique. Mais c'est pas ce que le médecin nous renvoie. Le soignant ou le médecin est censé avoir le savoir, et puis le patient, recevoir, ne pas savoir et recevoir tout. C'est puis il faut une relation un peu paternaliste. Et maintenant la médecine évolue beaucoup vers ça, et notamment la psychiatrie, où en fait voir nos patients comme collaborateurs, des partenaires, c'est ça, des partenaires ne pas oublier non plus au niveau éthique, parce que ça, avec la crise sanitaire, on l'a un peu oublié, que des lois où on doit être consentant. C'est vrai quelquefois on voudrait des choses qui nous semblent bonnes pour nos patients, mais en fait on ne doit pas choisir à leur place. On les informe et c'est eux qui décident au final. Bon, de ce côté-là, je vois au niveau du neurochirurgien, il n'y a pas eu de souci. Il m'a dit les choses, il les a posées avec tact, et puis voilà, je lui ai dit ok, parce que voilà, je lui faisais confiance. Il faut bien faire confiance quand on n'est pas du domaine. C'est une question d'équilibre, mais si on sent que au niveau d'un médecin, ça coince, semble pas clair. Donc ça vient pas résonner en nous. Le diagnostic posé, semble pas correspondre tout à fait. Enfin voilà. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on ressent? Il faut pas hésiter à questionner, y compris au niveau des examens, quoi. Si on nous fait pas après il y a des examens qui peuvent ne pas être indiqués, mais dans ce cas-là qu'on nous explique pourquoi. Aujourd'hui, du coup, tu vis avec quelles séquelles de cette intervention-là et de cette pathologie-là? Bon, c'est vrai qu'il y a une grande fatigabilité, en fait. Quand je marche, c'est beaucoup, et que j'ai à tourner la tête. Par exemple, dans les magasins, quelquefois, en sortant du magasin, j'ai besoin de faire une micro-sieste. Enfin, c'est à ce point-là. Alors, quelquefois, 5 ou 10 minutes suffisent, mais comme pour, poser l'oreille qui me reste, en fait, c'est parce que, les coups de fatigue comme ça, mais aussi dans le travail. Alors, quand on consulte au bureau, on est assis, on fait juste des allers-retours de la salle d'attente. Mais c'est aussi une attention très intense, le métier que tu fais. Alors oui, parce que ça impacte l'attention, parce que si on est fatigué et puis quand il se somnole à moitié, je vois par exemple pour la psychiatrie de liaison, où on avait à parcourir les couloirs de l'hôpital général, quelquefois, les couloirs sont assez longs, mais et c'est vrai que il y a une fatigue, le fait de manger ou boire pas très proprement, enfin il fallait s'habituer un peu au niveau de l'ouverture de la bouche ouvert ou la fourchette. Et c'est surtout au niveau oculaire, donc c'est où j'ai dû avoir un suivi ophtalmo régulier, puis avec des micro-ulcérations au niveau de la cornée, et qui ont amené l'ophtalmo à me proposer de refermer un peu la fente entre les paupières, de recoudre le bord externe des paupières supérieures, inférieures, en fait, pour refermer un peu, et ça protège un peu. Parce que là, en fait, tu m'expliquais que ta paupière, sauf si manuellement tu l'aides, mais sinon tu ne peux plus la fermer. Alors oui, l'œil ne ferme pas complètement, quoi. C'est donc ça. Ce qui fait qu'à 4h du matin, l'œil sec, si je mets pas de pommade ou de larmes artificielles, c'est très l'œil douloureux. qui me brûle, qui me réveille à 4h du matin, Bon, après on adopte des stratégies, par exemple en se couchant du côté gauche. Tu maintiens un peu plus ton œil fermé. On ferme contre l'oreiller la paupière, et puis voilà, c'est de l'adaptation, quoi. Par contre, alors c'est une autre anecdote, mais c'est un détail, mais c'est se coucher du côté droit, sur la seule oreille qui entend,
C'est tout bête, mais on n'entend pas le réveil. Donc il y a aussi le fait de ne plus percevoir, de plus localiser, par exemple quand on m'appelle. D'où ça vient? D'où ça vient, parce que je n'ai plus la stéréo en fait. Donc c'est ça. bon, il y a des systèmes de réadaptation avec un décalage où il faut faire de la rééducation. Enfin, l'ORL m'avait parlé de ça, mais bon, je vais pas donner suite. Mais c'est vrai que quelquefois, voilà, ça peut poser un peu il y a des difficultés dans le quotidien en fait. L'impression de ne plus avoir la même perception de l'espace non plus. Je sais pas, ça m'est arrivé de ne pas voir des portes entrouvertes plusieurs fois et de me cogner violemment comme ça contre le tranchant de parce que j'ai l'impression au niveau de l'appréhension de l'espace que c'est pas la même chose. Et puis de fonctionner en plusieurs modes comme ça, parce que c'est beaucoup compensé avec la vue. Je pense que c'est ce qui fatigue aussi. Quand il fait nuit, par exemple, se relever dans le noir ou dans en fait, on passe en mode proprioception, quoi. C'est l'ancrage des pieds, la position, voilà. On s'adapte comme ça. Bon, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de tomber, quoi, parce que c'est je vais pas faire la publicité de l'état des trottoirs parisiens, mais quelquefois complètement défoncé, comme ça. Je me suis un jour étalé comme ça. Ou une fois à la gare, j'avais pas vu un banc comme ça. Alors ça étonne toujours les personnes qui sont là, parce que mais oui, j'avais pas vu un banc comme ça dans la précipitation. Je me suis retrouvé allongé sur le banc, parce que ça oblige à être vigilant, quoi. Oui, tu vis quand même si tu t'es adapté, même j'ai l'impression suradapté, tu vis quand même avec des séquelles importantes. Et voilà, enfin, ça rappelle tous les jours, Oui, ce que tu as traversé il y a maintenant plus de 15 ans, ouais. Et puis aussi, alors sur le plan psychologique aussi, le côté traumatique, j'en avais moins conscience auparavant. La formation médicale que j'avais, mais du côté traumatique des diagnostics. Bon, je savais que ça peut bousculer les personnes. J'ai toujours été précautionneux en annonçant des diagnostics, mais en donnant beaucoup d'explications. Mais là, le côté parce que j'ai eu à repasser des examens quelques années après. Et là, dans l'attente du résultat, il y a toujours un stress, comme un rappel comme ça du stress, mais ton corps se souvient finalement. Si c'est pas normal, c'est le résultat. Et c'est intéressant ce que tu soulèves. Est-ce que tu dirais que ton expérience d'errance médicale, de ce traumatisme de l'annonce, etc., est-ce que ça a pour toi changé le médecin que tu es, le psychiatre que tu es? Est-ce que tu as vu une différence de prise en charge de tes patients? Mais là, oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui. C'est là aussi, quand je disais de quelque chose de négatif, une expérience négative, on peut en faire du positif. C'est une perspective très systémique. Parce que ma formation initiale, c'était thérapie familiale systémique. Bon, il y a l'annonce diagnostique, au niveau de l'empathie. Ouais. Je pense que ça a renforcé. J'ai découvert aussi ça m'a surpris. Chez mes patients certains qui ont des pathologies qui ne les aident pas à être empathiques, mais qu'en fait, à leur façon, en fait, ils avaient des capacités comme ça d'empathie. Alors, une fois maladroite, une fois, il y a la spontanéité aussi de certaines personnes par rapport à l'effroi de revoir. Puis il y a l'image du soignant, du médecin qui quelque part, ça va pas de soi qu'il soit malade, quoi. C'est dans l'esprit de certaines personnes. Je pense que ça, dans la relation que j'avais avec mes patients, ça nous a rapprochés, en fait. C'est parce que, oui, le médecin peut aussi avoir des problèmes de santé, quoi. On est aussi, on est humain, de toute façon, mais ça, je le savais déjà, mais ça, je pense, de leur point de vue, ça a rapproché, on partage aussi, des problèmes de santé, quoi. Ça crée un lien un peu invisible, mais qui rapproche. J'ai plus conscience chez certaines personnes, de l'appréhension des résultats d'examen qu'ils peuvent avoir. Et j'en ai tiré aussi quelque chose, quand je passais à l'unité de soins intensifs de psychiatrie.
je repensais à ça parce que je me disais c'est voilà. Alors il y a toute la question des libertés qui sont restreintes avec les hospitalisations sans consentement. Et puis c'est vrai que là, chez quelqu'un qui n'a pas tout son discernement, on est obligé de prendre des décisions pour lui. Enfin au niveau des choix thérapeutiques, mais à un côté, enfin voilà, avec de la bienveillance, mais de vraiment voilà prendre en charge la personne, quoi. Et l'importance que ça peut avoir pour le patient, quoi, de se sentir voilà dans sa globalité, en fait, de pouvoir récupérer de la confiance, en fait, et de voilà, de s'en sentir c'est une question de relation, de présence, en fait, de la, même si on voit pas beaucoup le neurochirurgien, par exemple, mais cette question là de une présence bienveillante, en fait, de prendre voilà totalement en charge le temps nécessaire, voilà, la personne, c'est le temps qu'elle récupère, ça fait toute la différence quand on est patient. Bah oui, c'est des choses des fois surprenantes, c'est parce que, mais comme quoi, oui, toute expérience on peut en tirer du positif et des enseignements, c'est du positif. Merci beaucoup pour être venu aujourd'hui partager ton histoire. Je vous en prie. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci encore Alain d'être revenu sur cette errance médicale qui te coûte encore tant aujourd'hui au travers des séquelles qu'elle t'aura laissées. Je ne sais comment exprimer le fait que tu es si peu dans la plainte alors que lorsque tu m'as décrit tous les symptômes avec lesquels tu cohabites, il serait légitime que tu en verbalises. Je te trouve très courageux. Ta bienveillance et ton humanité est perceptible dans chacune de tes phrases, et je garderai ça de notre échange. Je ne le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas à consulter un autre médecin si vous ne vous sentez pas écouté ni entendu. Vous pouvez partager le podcast autour de vous pour le faire connaître, afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.